je nous présente, je suis Xavier Andréani, fondateur administrateur du site TI Planète. J'ai le plaisir d'être accompagné de Sébastien Michelan, administrateur du site Planète Casio. TI Planète a été lancé en 2011 et Planète Casio en 2004, à une époque où l'équipement par achat groupé était rare, où il n'y avait pas encore d'algorithmique et encore moins de Python dans les programmes de mathématiques du lycée, où les enseignants avaient souvent des modèles ou même marques différentes de calculatrices graphiques au sein d'une même classe. Et même s'il y avait bien évidemment des exceptions, les élèves étaient souvent laissés à eux-mêmes en ce qui concernait la calculatrice, conduisant à un usage non optimal aux examens. Une différence, c'est que TI Planète, dont le nom a été fort mal choisi au départ, traite de toutes les marques de calculatrices scientifiques et graphiques. Bon, mis à part cela, les deux sites partagent des objectifs, informer de l'actualité autour des calculatrices, aider à leur utilisation, à la maîtrise de cet outil pour les examens, et aider à l'apprentissage de la programmation sur calculatrice, voire inciter à créer des programmes, notamment par l'organisation de concours, faisant souvent appel au langage Python, ainsi qu'aux jeux vidéo pour un aspect ludique. C'est dans ce cadre que Casio nous a proposé d'animer cet atelier, parce que jouer aux jeux vidéo, c'est bien, mais être capable de créer ses propres jeux vidéo, c'est encore mieux. Alors, jusqu'à l'année scolaire 2023-2024, nous avions deux modèles programmables en Python. La Graph 35 plus E2 monochrome et la Graph 90 plus E couleur. Vous avez à l'écran quelques-unes de nos créations pour ces modèles. Une limitation était que ces modèles ne disposaient pas d'une fonction permettant à un script Python de détecter les pressions de touche clavier. Nous ne pouvions détecter qu'une seule et unique touche, la touche AC-ON, dont le comportement normal à détourner était d'interrompre les scripts. Alors, malgré cette limitation, comme vous pouvez voir, il était déjà possible de réaliser de grandes choses pour ces modèles, mais il fallait réussir à concevoir des jeux pouvant se jouer avec une seule touche, ce qui n'était pas toujours évident. Mais, pour la rentrée 2024, il y a eu du changement. Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Bien sûr. Alors, à la rentrée 2024, Casio a remplacé quelques-uns de ses modèles de calculatrices, et notamment la calculatrice graphique Graph 90 plus E par un tout nouveau modèle qui est la Graph Math Plus. La Graph Math Plus apporte de nombreuses nouveautés, dont plein de changements sur l'interface utilisateur en particulier. Mais un changement qui nous intéresse pour les jeux vidéo et qui est plus discret, c'est l'ajout en Python d'une nouvelle fonction permettant de détecter les pressions de touche au clavier. Ça, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une mine d'or pour les jeux vidéo qu'on va vouloir exploiter au maximum. Donc, certains d'entre nous ont déjà été inspirés, des membres de communautés, comme notre collègue Florian Allard, ont déjà adapté un certain nombre de leurs jeux vidéo. Donc, vous pouvez voir quelques exemples à l'écran, tous des jeux qui exploitent la nouvelle fonctionnalité sur la Graph Math Plus. Et donc aujourd'hui, dans cet atelier, on va ajouter un nouveau jeu à cette liste programmée pour la Graph Math Plus avec une gestion du clavier. Bien. Alors, cette année, nous avons choisi d'adapter ensemble pour Graph Math Plus le jeu Cubefeld. Donc, pour l'histoire, Cubefeld, c'est une création de Max Abernethy, sortie en 2006. Le jeu ciblait initialement les navigateurs Internet dans lesquels il tournait directement en exploitant la défunte technologie Flash. Mais avant d'adapter le jeu, commençons par l'analyser. Donc, le principe est simple. Le joueur doit piloter un petit vaisseau à travers un champ de cubes. Le but du jeu, c'est d'aller aussi loin que possible, tout en évitant de percuter les cubes. L'affichage est ici en 3 dimensions. Donc c'est ambitieux pour cette année. Il faut donc prendre en compte le point de vue de l'observateur. Alors, pour contextualiser, les jeux en 3 dimensions, ils peuvent en effet afficher selon différents points de vue. Il y a par exemple la vue à la première personne, qu'on appelle aussi vue subjective. C'est quand on voit l'environnement à travers les yeux de l'avatar incarnant le joueur dans le jeu. Donc, à partir de 1992, puis chaque année suivante, on peut citer par exemple Wolfenstein, Doom, Heretic, Hexen, Quake qui nous amène en 1996, etc.
Mais ce n'est pas ce que nous avons ici. Ici, c'est une vue à la troisième personne ou vue objective. Différence, on voit l'environnement du jeu depuis une caméra suivant l'avatar du joueur. Et contrairement à la vue précédente, donc, on voit entre autres l'avatar du joueur. On peut citer par exemple la série des Tomb Raider à partir de 1996. Donc nous avons parlé de première personne, de troisième personne. Peut-être êtes-vous en train de vous demander où est passée la deuxième personne dans tout cela. Alors ça existe. La vue à la deuxième personne, c'est une légère nuance de la vue à la troisième personne. Lorsqu'utilisée, elle concerne souvent non pas un jeu entier, mais certaines phases d'un jeu. C'est quand on voit l'environnement et l'avatar du joueur, mais du point de vue d'un autre personnage jouant un rôle dans le jeu et regardant ou filmant notre avatar. On peut citer par exemple Rayman à partir de 1995 ou Super Mario 64 en 1996. Donc les graphismes, ici, ils ont l'avantage d'être minimalistes. Il s'agit de formes géométriques simples, aux couleurs unies, aussi bien pour les cubes que pour le vaisseau qui consiste essentiellement en un triangle. Enfin, pour les contrôles, il n'y a que deux actions possibles, le déplacement latéral du vaisseau vers la gauche ou vers la droite. Il va donc nous falloir coder tout ça. Alors, je précise que vous n'avez pas besoin de tenter de recopier au fur et à mesure les bouts de code que nous allons vous présenter sur votre calculatrice. L'important, c'est de comprendre. De toute façon, vous trouverez en description un lien permettant de télécharger non seulement le jeu finalisé, mais également l'ensemble des petits scripts de tests ou démonstrations que nous allons présenter. Vous pourrez donc les charger dans votre calculatrice ou votre émulateur, les réutiliser et même, si vous le souhaitez, les modifier. Donc, c'est parti. Sébastien, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo pour une calculatrice graphique? Certainement. Alors un jeu vidéo sur une calculatrice, mais pas que, en fait, un jeu en général, c'est un programme qui va essentiellement faire trois choses. Il a trois tâches. La première tâche, c'est de réagir aux saisies de l'utilisateur. Le jeu vidéo est une expérience interactive, et donc on veut que le joueur ait un certain contrôle sur ce qui se passe dans le jeu, qui va prendre la forme de différents types d'entrées sur des boutons, manettes, souris, et dans le cas de la GraphMath+, les pressions de touche au clavier. La deuxième tâche du jeu est de simuler le jeu, et généralement, ce qui nous intéresse le plus, c'est les processus physiques, les objets qui bougent, qui sont en collision, et autres phénomènes classiques. Donc cette simulation va faire évoluer l'environnement et la physique du jeu. Et la troisième tâche, c'est l'affichage à l'écran de ce qui se passe dans le jeu pour présenter et communiquer à l'utilisateur les choix qui doivent être faits. Donc ici, il va s'agir simplement d'un dessin à l'écran d'un certain nombre de formes géométriques. Quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que le jeu vidéo est voulu comme une expérience interactive et idéalement fluide. Et donc, quand le jeu va effectuer ces trois actions en boucle, on peut voir un peu le prototype sur la droite, on va vouloir qu'il le fasse rapidement. Idéalement, on aimerait pouvoir faire entre 10 et 30 tours de cette boucle par seconde. Et donc, vous allez voir au fur et à mesure de cette présentation que cet espoir de fluidité va nous pousser à considérer les performances du programme, à essayer d'écrire du code qui va s'exécuter rapidement. Voilà. Donc, avec cette introduction, on peut maintenant commencer à regarder un peu les détails pratiques de comment on programme en Python sur la calculatrice GraphMath+. Donc la calculatrice GraphMath+ a une application Python qui est fournie, que vous pouvez trouver dans le menu principal, qui est l'ICO numéro 5 dans la première version. Cette application intègre un interpréteur qui s'appelle MicroPython, qui est une implémentation partielle de Python 3 avec un ensemble de bibliothèques. Essentiellement, c'est une version un peu minimaliste de Python pour les périphériques de puissance modeste, type microcontrôleur ou bien calculatrice. Donc la version de MicroPython dont on dispose sur la GraphMath+ intègre 5 bibliothèques. Vous avez 3 bibliothèques standards que vous pouvez trouver sur toutes les implémentations Python. La bibliothèque math qui fournit un certain nombre de fonctions mathématiques classiques. La bibliothèque random qui vous permet de générer des données aléatoires pour des expériences.
et la bibliothèque Turtle qui permet de faire du tracé à l'écran en pilotant les déplacements d'une tortue équipée d'un crayon. C'est le même genre que ce que vous trouvez dans Scratch ou Logo, qui est très apprécié au collège. La quatrième bibliothèque n'est pas standard, mais elle est presque de facto standard. C'est une bibliothèque qui s'appelle Matplotlib, qui est très utilisée dans la communauté scientifique et académique pour tracer des diagrammes dans les repères. Donc ici, on parle de tous les diagrammes type nuage de points, ligne brisée, histogramme, diagramme en boîte. De fait, tous les types de diagrammes qui sont utiles pour visualiser les statistiques. Et la dernière bibliothèque est celle qui nous intéresse le plus pour la conception de jeux vidéo. C'est une bibliothèque spécifique à Casio. Alors, elle est disponible sur la Graph 35+2 et la Graph Math+. Elle s'appelle Casioplot. Elle nous donne accès à des fonctions de dessin à l'écran très fines qui nous permettent notamment de contrôler individuellement tous les pixels de l'écran. Et sur la Graph Math+, elle dispose de la fonctionnalité qu'on vous vend qui est la capacité à détecter les pressions de touche faites par l'utilisateur. Voilà, donc voilà un peu tous les outils dont on va disposer pour écrire le programme. Et puisque on a cette nouveauté qui est la pression des touches, on se propose de commencer par là et de concevoir comment le programme va marcher du point de vue saisie des entrées. Donc on vous a dit qu'il y avait deux actions possibles dans le jeu Cubefeld, se déplacer vers la gauche et se déplacer vers la droite. En pratique, on en voudra une troisième touche pour pouvoir au moins quitter le jeu d'une façon confortable. Du coup, il faut qu'on choisisse sur le clavier de la Graph Math+, 3 touches pour les différentes actions de l'utilisateur. Il nous faut une touche pour déplacer le vaisseau vers la gauche. Donc là, il y a plusieurs choix relativement évidents. La touche directionnelle vers la gauche est pas mal. On a aussi la touche onglet précédent. Il nous faut de même, de façon symétrique, une touche pour déplacer le vaisseau vers la droite, pour laquelle on a la flèche droite et la flèche onglet suivant. Et enfin, comme je l'ai dit, une touche pour quitter le jeu. Et là-dessus, il y a plusieurs options qui sont sémantiquement viables. La touche Home qui permet d'habitude de retourner au menu principal de la calculatrice, la touche Retour arrière et la touche d'effacement de caractère. Donc là, on va prendre probablement les touches directionnelles gauche et droite et la touche Back qui est juste à côté de gauche pour contrôler le jeu. Donc ça, c'est un peu notre idée sur le plan conception. Mais pour la réaliser, il va encore falloir qu'on emploie la toute nouvelle fonction. Xavier, est-ce que tu peux nous montrer comment elle marche? Oui, bien sûr. Alors, je vais passer sur émulateur pour une première approche. Donc, je suis dans mon application Python. Je vais passer dans l'onglet Shell. Ça, il n'y a pas besoin. Alors, je vais donc dans Catalogue. Dans Catalogue, je trouve la bibliothèque Casioplot. Je trouve directement de quoi l'importer. Donc, j'ai juste à valider. Je retourne dans Catalogue, Casioplot. Il n'y a pas besoin de tout saisir au clavier. Je trouve GetKey. Bon, j'appelle. Et il se passe apparemment pas grand-chose. On retourne immédiatement à l'invite de la console et sans affichage du moindre résultat. Alors, nous allons tenter de comprendre ceci de suite. Donc, la fonction getKey. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle effectue un test non bloquant. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas qu'une touche soit pressée pour communiquer son résultat. Elle renvoie immédiatement une valeur. Si aucune touche n'est pressée, ce qui était le cas sur ce que vous avez vu, puisque elle répondait immédiatement, je n'avais pas le temps de presser une touche, elle renvoie la valeur none, c'est-à-dire littéralement rien, et justement comme c'est rien, ce n'est pas affiché dans la console Python. Sinon, elle renvoie un nombre entier identifiant la touche, que nous appellerons, à partir de maintenant, code de la touche. Donc cet aspect non bloquant, c'est un gros avantage. L'exécution du script Python ne se met pas en pause lors de l'interrogation des touches, contrairement à la fonction input par exemple. C'est particulièrement adapté aux jeux ne se jouant pas au tour par tour, ce qui est le cas ici. Ils peuvent ainsi continuer à mettre à jour et afficher l'environnement tout en tenant compte à tout moment des éventuelles touches pressées. Bref, donc pour continuer, il nous faut donc les codes des touches. Et comme getKey n'attend pas et renvoie immédiatement une valeur, pour déterminer ces codes, nous allons créer une fonction waitKey. Une boucle tant que nous permet de lui faire attendre la prochaine pression de touche avant de retourner son code. Alors, je l'ai préchargé. Nous allons regarder tout de suite ce qu'elle donne. Je retourne sur l'onglet éditeur avec le menu contextuel. J'appelle menu contextuel, mais c'est la touche Tools. Je vais dans Fichier, Ouvrir. Je vais chercher
le white key. Je retourne dans la console en passant sur l'onglet suivant. Donc là, les fonctions définies par le script, je peux les trouver dans le menu variable. Donc il y a white key, il n'y a que ça. J'y vais, et par exemple maintenant, si je tape sur la touche onglet suivant, elle renvoie 15. Alors peut-être vous allez me dire que j'ai triché, que j'ai mis 15 dans le code, on va en faire une autre. Donc vous n'avez pas besoin de ressaisir, on peut remonter avec la flèche vers le haut et revalider pour faire une deuxième fois une saisie identique. Donc là, je vais faire variable par exemple, je clique dessus sur mon émulateur, elle renvoie 33. Bon, alors essayons de comprendre tout ça. Bien, alors je vous rajoute à l'écran les codes des touches les plus utiles pour des jeux ou interfaces graphiques. Tout ce qui peut indiquer une direction, une validation d'une action, ou un retour en arrière, c'est-à-dire une sortie ou ce genre de choses. Alors peut-être êtes-vous en train de vous dire que ces codes, et déjà je suis loin d'avoir reproduit tout le clavier de la GraphMath+, c'est trop dur à retenir. Alors nous y venons tout de suite. Eh bien en fait, ce qu'il y a de miraculeux, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. Au contraire, Casio a très bien fait les choses. Nous avons testé, et je vous mets à droite de l'écran, les codes de toutes les touches du clavier, et vous n'aurez jamais besoin de les retenir tellement c'est enfantin. En effet, vous devriez pouvoir remarquer 3 propriétés. Les codes sont toujours des entiers à 2 chiffres. Le chiffre des dizaines, c'est toujours le numéro de rangée de la touche en partant du haut. Le chiffre des unités, c'est toujours le numéro de la touche sur la rangée en question en partant de la gauche. Alors, petite remarque, à noter que sur les 50 touches du clavier, il y en a 2 qui ne sont pas détectables par la fonction getKey. Il y a la touche ON, première rangée, première touche, qui aurait dû donner le code 11, mais dont la pression est tout simplement ignorée. Et il y a la touche AC, 6e rangée, 5e touche, qui aurait donc dû donner le code 65, mais dont la pression interrompt immédiatement tout script Python. Bref, il est temps de choisir les touches de notre jeu. Alors optons pour l'intuitivité, retenons et définissons la touche retour annulation pour quitter, donc de code 22, les flèches vers la gauche et vers la droite, code 23 et 25, pour les déplacements. Alors, petite autocritique, c'est pas forcément une bonne idée de choisir la touche pour quitter le jeu juste à côté de la flèche vers la gauche. On pourrait l'accrocher par erreur et perdre sa progression. Bon, mais bon, comme ça, pour moi, j'ai tout directement sous le pointeur de la souris. D'où la boucle principale de notre jeu. Déjà, tant que la touche retour annulation n'est pas pressée, on continue à jouer. Et bien maintenant, voyons comment on dessine avec Casioplot. Sébastien, est-ce que tu peux nous en présenter le fonctionnement qui est un petit peu particulier? Oui, bien sûr. Alors, maintenant qu'on a vu un peu de clavier, on va passer à l'affichage, mais il y a quelque chose qu'on doit garder en tête qui n'est pas très intuitif, mais qui est très important, c'est le principe du dessin dans un mode qu'on appelle double buffering en anglais. C'est l'idée que quand on fait le dessin, qu'on demande à afficher les choses à l'écran, ces résultats ne sont pas immédiatement visibles, mais ils sont d'abord dessinés dans une zone de mémoire qu'on appelle un écran caché. Vous avez une animation ici sur la droite de ce qui se passe dans l'écran caché durant le dessin d'une scène de notre jeu Saute-Mouton. Vous pouvez voir qu'il y a un grand nombre d'appels de fonctions qui est fait pour dessiner à l'écran, mais rien ne s'affiche à l'écran. Tout le dessin se fait progressivement dans l'écran caché. Et c'est seulement une fois que l'image va être finie de construire, qu'en faisant un appel de fonction bien choisi, un appel de fonction dédié, l'écran caché va être transféré sur l'écran réel et le résultat sera visible pour l'utilisateur. Donc, il y a vraiment un travail en 2 étapes. D'abord, on prépare l'image dans l'écran caché. Ensuite, on appelle une fonction spéciale pour dire maintenant, on affiche l'écran caché sur l'écran réel. Ce fonctionnement a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que ça cache les affichages intermédiaires. Vous avez vu beaucoup d'affichages intermédiaires sur l'animation. On ne veut pas montrer ces affichages à l'utilisateur parce que ces tracés progressifs donneraient un effet de clignotement qui est assez désagréable.
Et un deuxième avantage de cette approche, c'est que les interactions avec l'écran caché qui est en mémoire sont beaucoup plus rapides que les interactions avec l'écran, pour différentes raisons de l'électronique et comment la calculatrice est construite, ce qui fait que dessiner dans l'écran caché va donner des programmes qui sont dans l'ensemble beaucoup plus fluides. Voilà, donc on garde en tête ce principe que les affichages qu'on fait ne seront visibles que quand on appellera une fonction spéciale qui s'appelle ClearScreen. En parlant desquelles, Xavier, est-ce que tu peux nous présenter un peu les fonctions de dessin qu'on a dans le module Casioplot? Oui, bien sûr. La bibliothèque Casioplot, elle comporte 5 fonctions graphiques. Alors, parmi ces fonctions, il y en a 4 qui agissent sur l'écran caché. Donc, nous avons ClearScreen, qui efface l'écran caché en le remplissant de blanc. Nous avons DrawString, qui permet d'écrire des chaînes de caractères sur l'écran caché. GetPixel, pour récupérer la couleur d'un pixel de l'écran caché. Et setPixel, pour changer la couleur d'un pixel de l'écran caché. La dernière fonction, ShowScreen, c'est la seule agissant directement sur l'écran de la calculatrice. Elle déclenche l'affichage à l'écran de ce qui a été préparé en écran caché. L'appel à ShowScreen est donc essentiel dans vos codes. En cas d'oubli, ça n'affichera pas grand-chose. Alors, ça fait un moment qu'on parle de pixels, et plusieurs des fonctions Casioplot, comme vous pouvez le voir, prennent des coordonnées de pixels. Tentons de clarifier cela. Donc, l'écran GraphMath+, il présente plusieurs petites zones qui sont réservées, dont on ne peut pas contrôler les pixels. En haut, vous avez la barre de statut. Alors, j'ai mesuré, elle fait 24 pixels de hauteur sur fond noir, avec un trait séparateur blanc en dessous. Et vous avez les marges du mode examen. Par défaut, elles sont noires, donc elles ne se voient pas trop puisque le cadre de l'écran est également noir. Et en mode examen, elles passent en vert. Il y a 6 pixels de large à gauche et à droite, et il y a 8 pixels de hauteur en bas. Donc ceci retiré, il nous reste la zone contrôlable qui est rectangulaire, qu'on appelle zone graphique, que vous avez ici contre en blanc, juste après un appel ClearScreen. Chaque pixel y est identifié par 2 coordonnées, abscisse et ordonnée, comptées à partir du coin supérieur gauche de la zone, de gauche à droite et de haut en bas. Donc le pixel tout en haut à gauche de la zone, il a pour coordonnées 0, 0. Mais combien a-t-on de pixels dans cette zone? Alors, fort heureusement, nous n'avons pas eu besoin de vous compter les pixels, cette fois-ci un par un sur une photo. On peut mesurer ça automatiquement. Il se trouve que la fonction getPixel, si on l'appelle avec des coordonnées hors zone graphique, elle ne renvoie pas une couleur, elle renvoie, ici encore, la valeur none, c'est-à-dire rien. D'où le principe. Imaginons-nous à la place d'une tortue. Alors, je dis tortue, bon, c'est l'équivalent du lutin en scratch du collège, et nos voisins germaniques, qui n'ont pas eu l'adaptation de la fable d'Ésope par La Fontaine, mais par les frères Grimm, ils ont plutôt tendance à l'appeler hérisson, eagle. Bon, on va dire tortue. On se positionne sur le pixel en haut à gauche de la zone. Et tant que getPixel va renvoyer autre chose que none, c'est-à-dire une couleur correcte, on va se déplacer d'un pixel vers la droite, on va se déplacer d'un pixel vers le bas. Et bien évidemment, on compte les déplacements au fur et à mesure, à la fois horizontalement et verticalement. Alors, je vous ai ici encore préchargé ceci sur émulateur. On va regarder tout de suite. Donc, je reviens dans éditeur, menu contextuel, je vais chercher le script que je veux présenter. Je vais dans le shell, variable, donc c'est la fonction screenSize. Donc, voilà, je valide au fur et à mesure pour faire avancer ma tortue. Donc, elle se déplace comme je vous l'ai décrit. Puis ici, elle va buter en bas de l'écran, donc elle va rencontrer une valeur node, donc elle va cesser de se déplacer verticalement, elle va ne plus se déplacer qu'horizontalement, donc jusqu'à atteindre la droite de l'écran, enfin pas de l'écran, pardon, de la zone graphique, et nous obtenons
Elle a compté 384 horizontalement et 192 déplacements verticalement. Bien, résultat, cette zone graphique, elle fait 384 par 192 pixels, soit une grande partie de l'écran, et ce dernier, par addition des marges, etc., fait donc 396 par 224. Donc, par exemple, le coin supérieur droit de la zone, il a pour coordonnées 383, 0. Donc, par la suite, nous ne considérerons plus que la zone graphique. Je n'illustrerai pas à nouveau ces histoires de marge. Aucun besoin pour vous de vous embêter à refaire cette mesure à chaque fois. Maintenant qu'on connaît les dimensions, et au moins vous savez d'où elles viennent, il suffit de les définir directement dans tout code en ayant besoin. Donc, par exemple, à l'écran, vous avez une double boucle remplissant l'intégralité de la zone graphique en magenta. Donc, dedans, il y a entre autres la couleur C, qui a pour valeur 255,00. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 255,00? D'où est-ce que ça sort? C'est le point suivant. Les paramètres de couleur pour les fonctions graphiques de Cassioplot sont des listes de 3 éléments. 3 éléments qui donnent la décomposition selon 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Chaque élément, c'est un entier 8 bits, permettant 256 valeurs, donnant l'intensité de la couleur primaire en question. Donc le minimum, c'est 0 pour l'absence de la couleur primaire, et le maximum, c'est 255. La couleur obtenue, ça correspond à la synthèse additive de ces 3 composantes. Donc par exemple, et vous en avez plein d'autres à l'écran, le noir ou absence de couleur, c'est 3 fois 0, le blanc pur, c'est 3 fois 255, l'intermédiaire, 3 fois 127, par exemple, ça donne du gris. Pour du rouge, on peut prendre 255,00. Pour du jaune, on peut mélanger le rouge et le vert avec 255,0, etc. Avec 3 fois 8 bits, la couleur pour Cassioplot est donc codée sur 24 bits, permettant de décrire plus de 16 millions de couleurs différentes. Alors, 16 millions de couleurs, c'est bien, mais maintenant, on est capable de les décrire. Il faut voir en pratique si la calculatrice est capable de les afficher. Alors, creusons les couleurs. Je vous propose une fonction qui affiche de gauche à droite un dégradé allant du noir jusqu'à une couleur qu'on lui fournit en paramètres. On peut l'appeler par exemple avec du rouge vif. Donc, c'est le premier tiers de l'écran qui est illustré, de la capture d'écran qui est illustrée. Appelons-la également avec les autres couleurs primaires vert et bleu. Et vous devriez remarquer, si jamais ça ne se voyait pas, vous tenterez sur votre calculatrice ou votre émulateur, vous devriez remarquer qu'il y a beaucoup plus de teintes intermédiaires pour le vert que pour le rouge et le bleu. Le vert donne un dégradé qui est beaucoup plus lisse, beaucoup moins saccadé. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'écran GraphMath+, il n'affiche pas 16 millions de couleurs. Il affiche des couleurs approchantes sur une échelle qu'on appelle RVB 565. C'est une échelle qui code les composantes rouge et bleu sur 5 bits, permettant donc de puissance 5, 32 teintes possibles, mais la composante verte sur 6 bits, permettant 64 teintes possibles. Donc, pour résumer, quand vous choisissez pour vos paramètres de couleur les intensités de couleur primaire, pouvez vous référer au multiple de 8 pour le rouge et le bleu, et au multiple de 4 pour le vert. Ça ne sert à rien d'être plus précis que ça. En tout cas, visuellement, ça ne se verra pas. C'est d'ailleurs confirmé par un getPixel qui récupère pas forcément exactement la même valeur qu'on a réglée, qui récupère visiblement la valeur affichée. Par exemple, si on met un pixel à la couleur 3 x 13, le getPixel sur le même pixel nous indique que le rouge et le bleu ont été réglés au dernier multiple de 8 inférieur, c'est-à-dire à 1 x 8, 8. Et le vert a été réglé au dernier multiple de 4 inférieur, c'est-à-dire 3 x 4, 12. Donc 13, 13, 13 est devenu 8, 12, 8. Finalement, donc, l'écran il fonctionne en 5 plus 6 plus 5, 16 bits, et il peut nous afficher 65 536 couleurs différentes.
Donc maintenant, nous avons toutes les bases graphiques de Casioplot. Il est temps de faire des choix pour nos affichages. Sébastien, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, donc ce que vous avez vu qui n'était pas évident, c'est qu'il y a beaucoup de pixels sur la graphe plus. 384 par 192, ça fait un peu plus de 70 000. Et dans la bibliothèque Casioplot, en fonction d'affichage, on va utiliser grossing pour le texte, mais sinon juste 7 pixels. Et 7 pixels va modifier 1 pixel. Du coup, si on essaye de modifier tous les pixels de l'écran, ça va prendre 70 000 appels, ce qui va être beaucoup. Et de façon générale, plus on va tenter de modifier le pixel à l'écran pour afficher les images du jeu, plus le programme va être lent. Donc ce qu'on va vouloir faire pour viser un peu la fluidité dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est faire quelques simplifications graphiques pour rendre le tracé plus efficace et un peu plus simple à programmer. Alors, donc, la première chose qu'on pourra remarquer, vous pouvez le voir déjà sur la capture, c'est que les cubes sont rarement visibles sous la forme de cubes. Les cubes qu'on regarde le plus sont ceux qui sont devant et on voit que la face avant. Vous pouvez voir la face supérieure et la face latérale des cubes qui sont sur les côtés du joueur. Mais quand on y réfléchit, c'est les cubes que le joueur a déjà esquivés et vers lesquels l'attention ne se porte pas. Du coup, pour simplifier, on va juste dessiner les faces avant des cubes. Donc on va dessiner des carrés. Et d'ailleurs, on va même ne pas remplir cette face avant, parce que en bonus tout à l'heure, on montrera comment on peut faire les rotations d'écran, faire tourner l'écran comme dans le jeu original. Et remplir un carré après rotation, c'est un peu dur, donc on va se contenter du contour. Même problème pour le sol. Le sol originellement est un dégradé d'un gris clair vers un gris foncé, et ce dégradé occupe une majorité de l'écran. Donc si on essaie de dessiner ce dégradé, ça va faire beaucoup d'appels de fonctions. Donc à la place, on va se contenter d'une ligne d'horizon qui va moralement fournir la même information au joueur, juste d'une façon un peu plus directe. Le seul élément qu'on pourrait ne pas toucher, c'est le vaisseau, puisque c'est juste un petit triangle qui ne bouge pas. Donc ça, on pourrait le garder tel quel. Et on va le garder tel quel, on va juste le dessiner sous la forme d'un triangle non rempli pour coller à l'esthétique qu'on a donnée au cube. Et du coup, on se retrouve avec des choix graphiques bien sûr très simplifiés. On a juste dans ce jeu à dessiner des lignes par ligne d'horizon, des carrés qui sont juste 4 lignes par carré, et un triangle qui est également 3 lignes par triangle. Donc finalement, la majorité du dessin qu'on va faire dans cette version simplifiée va se ramener à dessiner des lignes. Alors, il n'y a de tout de même pas encore de fonction de tracé de ligne dans Casioplot, et donc on va devoir en fournir une. Et Xavier, tu peux nous raconter comment on fait? Oui, bien sûr. Alors, il nous faut donc pouvoir dessiner, on a vu, des carrés, avec leur côté pas forcément parallèle au bord de l'écran, puisqu'il y aura plus tard l'histoire des rotations, également des triangles, bref, pour résumer, pour généraliser, des polygones. Donc, comme nous avons vu, la bibliothèque Casioplot, la bibliothèque graphique Casioplot, elle est très minimaliste. Elle ne fournit, en gros, que de quoi allumer un pixel. On peut voir cela comme un défaut, certes, mais aussi comme une qualité, notamment d'un point de vue enseignant. Cela permet de choisir d'aborder, avec des groupes motivés et intéressés, le codage de fonctions de tracé d'autres formes géométriques élémentaires, et plus ces fonctions seront soignées, plus réussi sera le projet final. Mais cela n'empêche en rien de sauter cette étape. L'enseignant ou enseignante peut tout simplement fournir les fonctions précodées aux élèves, qui peuvent alors immédiatement se concentrer sur le projet et pas sur des problèmes annexes. Et les élèves, quant à eux, peuvent aussi récupérer directement en ligne diverses fonctions graphiques additionnelles déjà précodées. Mais avant les polygones, il nous faut déjà pouvoir tracer des segments. Alors, étendons la bibliothèque Casioplot avec une fonction drawLine permettant de tracer un segment entre deux points. Elle va prendre comme argument les coordonnées des deux extrémités du segment et la couleur du trait. Alors, première idée de codage, on peut prendre l'approche que pourrait avoir un élève de seconde. Pour toute abscisse entière x entre x1 et x2, allumer le pixel de coordonnées xy le plus proche du segment en calculant le y avec l'équation réduite de la droite. Donc, je vous ai fait un petit script de démo, dont vous avez le rendu final à droite. Ça a l'air de bien marcher, si on en croit le segment que j'ai mis en évidence en rouge. Mais en fait, non.
Pas toujours. Pour les segments qui sont bien inclinés, nous obtenons un tracé discontinu si on veut en pointiller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre ça tout de suite sur émulateur. Bon, je reviens sur l'éditeur, menu contextuel. Je vais chercher le script que j'ai prévu. Bien. Donc, on va sur Shell pour lancer. Donc là, vous avez en zoomé, c'est fait exprès pour que vous y voyez bien, vous avez en zoomé l'affichage d'un segment de pente m égale 0. Donc, on va augmenter progressivement la pente. Donc, effectivement, jusqu'ici, ça se passe bien. Et dès que je dépasse le 1, dès que je dépasse en valeur absolue la pente de 1, vous pouvez voir, ça y est, que le segment est tracé de façon discontinue. Et plus ça va augmenter, plus je m'éloigne, plus je deviens supérieur au 1, plus ça empire. Voilà, on obtient bien les pointillés qu'on avait constatés. Le problème, c'est que cette zone graphique, on a parlé de pixels, c'est une grille de pixels, et l'algorithme que nous avons codé, il n'allume qu'un seul pixel par colonne. Donc, pour les segments bien inclinés, eh ben, on manque de pixels, tout simplement. Alors, il nous faut remédier à ceci. Bon, alors, petite idée d'amélioration simple. La fonction précédente, elle ne se comporte bien que pour les valeurs absolues de pente inférieures à 1. Eh ben, on peut très bien penser faire deux cas distincts. La fonction précédente, nous n'avons qu'à la renommer draw xline. Elle sera appelée uniquement pour les valeurs absolues de pente inférieures à 1. Et on n'a qu'à faire une fonction similaire, draw yline, pour les valeurs absolues de pente supérieures à 1. Donc ce serait le même principe. Cette fois-ci, elle allumerait tous les points d'ordonnée y entière du segment. Et dans ces cas-là, il y en aura suffisamment pour avoir un tracé continu, en apparence. Bon, donc maintenant, ça semble bien marcher dans tous les cas, mais nous avons un autre gros problème. Le tracé de l'ensemble des segments ci-contre, qui pourtant ne touche qu'à une toute petite minorité des pixels de l'écran, eh ben, il prend déjà de 42 secondes sur calculatrice. Alors, c'est une véritable catastrophe. On ne peut pas imaginer un seul instant attendre des dizaines de secondes entre deux rafraîchissements de l'écran du jeu. C'est Sébastien, au secours, s'il te plaît. Oui, alors donc là, c'est le moment où on se rappelle qu'on est en train de programmer sur une calculatrice, qui est un objet qui n'est pas particulièrement puissant du point de vue informatique, et qui de surcroît fait tourner Python. Et donc, on ne peut pas, malheureusement, juste ignorer les questions de performance et programmer quelque chose qui marche et le laisser tel quel. Notre objectif de faire un jeu vidéo qui est relativement fluide nous impose de travailler sur la vitesse des programmes qu'on écrit. Donc là, on a le problème général de comment est-ce qu'on optimise un programme. Et alors, on a quelques conseils pour vous. Il faut se demander qu'est-ce qui prend du temps, naturellement. Et la première chose à regarder, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme algorithme du point de vue de l'algorithme, qu'est-ce qu'on a qui prend du temps. Et la première cible qu'il faut avoir en tête quand on pose cette question, c'est les boucles. Puisque quand on a des boucles, on a des calculs qui sont répétés. Si ce qui est dans les boucles prend du temps, c'est quelque chose de lent qui va être répété, et c'est là que vous avez la majorité des problèmes. En particulier, si vous avez des boucles imbriquées, il faut les regarder en tout premier. Et si on n'en a pas, et donc il faut essayer d'éviter que les calculs dans les boucles soient trop chers. Bon, alors qu'est-ce qui fait qu'un calcul est cher? Ça va dépendre des opérations qu'on fait avec. Du point de vue arithmétique, il y a des grandes idées. Les divisions sont lentes, dans tous les cas, sur toutes les machines. Les multiplications sont raisonnables, mais un petit peu plus lentes que les additions et les soustractions, qui sont les opérations de base vraiment élémentaires qu'on peut faire un peu sans les compter. Donc voilà un peu ce qu'on essaie de voir du point de vue arithmétique. Et le deuxième facteur arithmétique, et qui compte également beaucoup, c'est le type d'opération, le type d'opérande sur lesquels on fait les opérations. C'est-à-dire spécifiquement, est-ce qu'on travaille sur des nombres flottants, donc à virgule flottant, donc des nombres décimaux, ou est-ce qu'on travaille sur des nombres entiers? Les opérations sur les nombres flottants sont significativement plus lentes, et ça c'est spécifique à la calculatrice parce que la calculatrice n'a pas d'accélération matérielle pour les calculs sur les nombres flottants, contrairement aux périphériques modernes comme les ordinateurs et les téléphones.
Du coup, il faut qu'on essaie d'éviter les choses suivantes. On essaie d'éviter les boucles qui ont des opérations très lentes dedans, on essaie d'éviter de faire trop de divisions et on essaie d'éviter de faire trop de calculs sur des nombres flottants. Bien, ben merci Sébastien, c'est un éclairage très précieux. Nous avons tenté de suivre tes conseils. Bon, effectivement, notre algorithme, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour la lenteur, c'est une catastrophe. Il y a des multiplications, des divisions sur des flottants, à l'extérieur de la boucle et à l'intérieur de la boucle, donc qui sont donc répétés à chaque itération. Bon, alors, une idée d'amélioration. Déjà, tentons de sortir de la boucle les calculs qui sont répétés inutilement avec des variables constantes. Donc notre calcul de la coordonnée x ou y, par exemple, il fait intervenir une division pour la pente. Eh bien la pente, elle ne varie pas, c'est des segments. Calculons-la une seule fois avant la boucle et affectons le résultat dans une variable m qui suffit alors de réutiliser. Alors, je ne creuse pas ce point, mais autant que possible, déplaçons également tous les appels d'arrondi hors de la boucle, à chaque fois que possible. Donc, avec tout ça, ben, le tracé précédent, il ne prend plus que dans les 35 secondes et demie. Donc, c'est encore beaucoup, mais c'est pas rien. Comme amélioration, c'est un gain de l'ordre de 15%. C'est tout sauf ridicule. Alors, on ne va pas s'arrêter là, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui nous reste de problématique? Il nous reste une multiplication dans la boucle, une division hors de la boucle, et des nombres flottants absolument de partout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la boucle. Alors, on va s'en occuper. Nouvelle idée d'amélioration, ben, tentons de supprimer la multiplication de la boucle. Alors, partons sur le draw x-line, et ce serait pareil pour le draw y-line. À chaque itération de la boucle, la variable x, elle est incrémentée de 1. La multiplication de x par m, pour l'affectation de la variable y, fait que cette dernière est incrémentée de m. Eh bien, au lieu de faire ce calcul compliqué, là pour le processeur, incrémentons directement y de m, donc c'est une simple addition. Tant qu'à faire, au lieu de définir cette variable y, on peut même incrémenter directement la variable y1, puisque cette dernière ne resserre plus à partir du moment où on est rentré dans la boucle. Enfin, elle ne resserre pas ailleurs, elle ne sert pas à autre chose. Et on ferait les mêmes modifications pour le draw y-line. Alors, avec tout ceci, nous arrivons à descendre à un peu moins de 28 secondes. Donc, depuis le début, c'est un gain de l'ordre de 34%. C'est très bien. Pas suffisant, certes, mais c'est très bien. Qu'est-ce qui nous reste encore de chronophage? Donc, il nous reste une division hors de la boucle et, encore une fois, des nombres flottants de partout. Bon, alors, dernière idée, nous allons partir sur l'optimisation ultime, nous allons partir sur l'algorithme dit de Bresenham. C'est un algorithme de tracé de segments sur une grille de pixels, donc un problème de discrétisation, conçu par Jack Bresenham, alors qu'il était chez IBM en 1962. Alors, je vous en présente ici une variante que j'ai généralisée à toutes les directions et optimisée. Donc, les enseignants pourront par exemple la fournir directement aux élèves pour leur projet, et les élèves pourront la récupérer directement, entre autres sur le lien en description. Donc, cet algorithme, il a plusieurs avantages. Il ne fait aucun calcul de division, et il ne travaille que sur des nombres entiers. Alors, je ne vais pas vous démontrer qu'il est correct, mais je vais vous en présenter le principe. Une fois de plus, imaginons-nous à la place d'une tortue. Donc, on va partir d'une extrémité du segment, on note les sens horizontaux et verticaux pour atteindre l'autre extrémité du segment. Nous utilisons un entier relatif pour coder à la fois un écart horizontal et un écart vertical par rapport au segment théorique, donc un entier qui arrive à coder deux informations. Et tant que l'on n'a pas atteint l'autre extrémité, si l'écart horizontal est dans une marge acceptable, on avance de 1 pixel horizontalement et on met à jour l'écart.
Si l'écart vertical est également acceptable, on avance de 1 pixel verticalement et on met à jour l'écart. Alors, je vous anime tout de suite comment ça fonctionne sur émulateur. Donc, je reviens dans l'onglet éditeur, je vais chercher menu contextuel, fichier, donc dans les drawlines, donc ça doit être vers la fin. Bon, je vais sur l'onglet Excel, donc variable, la fonction, elle doit être vers la fin aussi, voilà. Alors par exemple, on va demander le segment entre les pixels 10-10, de coordonnées 10-10 et 30-25. Bon, et je vous affiche ça de façon zoomée parce que sinon vous ne verrez sans doute pas grand-chose. Donc, en magenta, vous avez le pixel de départ, donc l'une des extrémités du segment, et en bleu, vous avez le pixel de destination. Et en bas, je vous ai rajouté la trace de l'algorithme, donc les valeurs des différentes variables ou tests. Donc, les deux dernières valeurs à droite, ce sont les deux tests dont je viens de vous parler, de gauche à droite sur l'écart horizontal, puis l'écart vertical. Donc, actuellement, ils répondent tous les deux true-true, donc vrai-vrai, c'est-à-dire que les deux écarts sont corrects, donc je vais me déplacer à la fois horizontalement et verticalement, c'est-à-dire en diagonale. Maintenant, mise à jour, donc l'état actif, c'est en magenta, on en est à true-false, donc je ne me déplace qu'horizontalement. Maintenant, c'est true-true, donc en diagonale, encore une fois, maintenant true-false, donc à nouveau horizontalement, true-true diagonale, et etc. Et vous remarquez qu'on atteint bien la destination prévue. Bon, alors donc, apparemment, ça marche, et maintenant, donc, quels sont les résultats? Eh bien, le tracé précédent, il ne prend plus que dans les 11,3 secondes, soit une amélioration formidable des performances depuis notre première version, de l'ordre de 73%. Donc, que vous soyez élève ou enseignant, n'hésitez pas à récupérer directement cette fonction. Alors, je vous rassure tout de suite, les 11 secondes, c'est dans le cas de la petite démo que vous avez en bas à droite. Bon, notre CubeField n'affichera pas autant de pixels. Nous verrons tout à l'heure. Bien. Donc, nous avons maintenant un drawline qui est fonctionnel et optimisé. Donc, nous sommes capables de tracer, entre autres, des polygones. Alors, on va y aller très rapidement. Bon, une fonction de draw polygone, elle a juste besoin de la liste des coordonnées de sommet et de la couleur. Et il suffit alors juste de tracer les segments pour toutes les paires de sommets consécutifs. C'est une simple boucle de parcours de la liste. Nous avons maintenant terminé de construire des bases graphiques solides. Donc, Sébastien, est-ce que tu peux maintenant, enfin, nous emmener en voyage dans la 3e dimension? Ah, oui, alors ce qui va se passer, c'est que on a maintenant vu dans notre programme qu'est-ce qu'on allait utiliser comme touche, comment utiliser ces touches avec GetKey, ce qu'on voulait dessiner à l'écran et comment faire ces dessins avec la fonction drawLine. Maintenant, il nous reste à trouver où est-ce qu'on met ces lignes sur l'écran. Et ça, c'est pas tout à fait évident parce que quand on a pensé à ce jeu, on pense à un jeu en 3 dimensions, avec un plan du sol et des cubes et un triangle qui se baladent dessus. Et donc, on va vouloir utiliser cette scène en 3 dimensions pour déduire où est-ce qu'on met les points sur l'écran. Donc, on va raconter un peu ça. Alors, juste pour préciser, dans cette section de l'atelier, je ne vais pas montrer tout le code, je vais montrer les parties importantes. Mais si vous voulez le code complet bien détaillé, vous pourrez le trouver dans la description. Ça évitera de partir trop dans les détails techniques. Donc, on a dit qu'on conçoit le jeu comme un environnement en 3 dimensions. On a donc une scène en 3 dimensions dans laquelle on a un plan horizontal qui est le sol, sur lequel on a des cubes, plus spécifiquement des carrés qui sont posés à la verticale, et le vaisseau qui est juste un triangle posé au sol. Pour pouvoir représenter cette scène en 3 dimensions, ce qu'il faut qu'on ajoute en plus, c'est un observateur qui va spécifier de quel endroit on regarde la scène. Donc quand on ajoute un observateur dans la scène, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que le champ de vision de l'observateur forme une pyramide. Puisqu'il y a l'observateur a un angle de vue horizontal et vertical, et donc on a une pyramide.
Et donc, on sait déjà que ce qu'on veut afficher, ce qu'on veut montrer sur l'écran, c'est les contenus de la pyramide. Alors, la pyramide, bien sûr, est un objet à 3 dimensions. L'écran est un objet à 2 dimensions, donc il va falloir faire un peu de travail. Et l'idée de comment ça va marcher, c'est qu'on va poser l'écran de la calculatrice au milieu de la pyramide, et ensuite on va faire une projection, c'est-à-dire qu'on va aplatir la pyramide sur l'écran. Vous pouvez imaginer que sur le schéma, on met une main sur l'observateur, on met une main sur le plan fin de l'espace, et on aplatit pour que tout se retrouve sur l'écran. Alors, vous pouvez imaginer que ça ne va pas marcher instantanément parce que l'observateur, c'est juste un point, le plan fin de l'espace, il est très grand, et donc tout n'est pas la même taille. Quand on aplatit, il faudrait que tout soit la taille de l'écran en GraphMath+, pour que ça s'aligne bien. Et donc, on va voir comment faire ça. Mais du coup, ce qu'on peut déjà comprendre, c'est que la profondeur des objets par rapport à l'écran va jouer un rôle crucial dans ce calcul. Et du coup, on va se donner un repère pour représenter les coordonnées qui a des axes qui facilitent notre travail. On va dédier un axe entier à la profondeur, qui sera donc l'axe Y, qui va nous permettre de mesurer à quel point les objets sont loin. Et pour les deux autres axes, on va se donner les axes X et Z le long de l'écran. Comme ça, ils vont immédiatement représenter des positions à l'écran, et ça va nous enlever du travail. Voilà, donc l'idée, ça va être de faire cette projection, et on va prendre les objets qui sont loin de l'écran, et on va réduire leur taille pour les ramener à l'écran. Ça vous ramène à l'idée intuitive de la perspective que les objets qui sont loin apparaissent petits. Bon, maintenant qu'on a cette intuition, voyons comment ça se calcule. Je vous ai représenté sur ce schéma la pyramide vue de dessus. Donc c'est le même schéma que sur le slide précédent, mais vu de dessus. Et ce que j'annonce, je vous spoil un peu, c'est que l'effet de la projection, c'est qu'on va diviser la taille des objets par leur profondeur. Alors voyons voir ce que ça veut dire. Ici, sur le schéma, vous avez toujours l'observateur au coin de la pyramide. Vous avez l'écran de la GraphMath+, et vous avez un objet en violet qui a une certaine profondeur que j'ai noté P. Donc on a dit que lors de la projection de la pyramide sur l'écran, on allait redimensionner les objets. Et vous pouvez voir sur les traits en pointillés comment on va le faire. On va essentiellement suivre l'idée que l'objet violet occupe un certain angle dans le champ de vision de l'observateur. Et cet angle va être préservé quand on va projeter cet objet sur l'écran GraphMath+. Donc vous pouvez voir que l'objet violet, dans sa position originale à la position P et à sa position nouvelle après projection, occupe le même angle du champ de vision. Et donc maintenant, on peut se dire, voilà, je sais comment je veux faire géométriquement ma projection, comment est-ce que j'en déduis la taille de l'objet? Ben ça, on peut le voir avec le théorème de Thalès. Si je donne une largeur L à mon objet violet, je vais pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que le rapport des tailles entre le grand objet violet et le petit objet violet est égal au rapport de leur profondeur. Donc la profondeur du grand objet violet, c'est sa profondeur originale qui est de P, et la profondeur du petit, c'est la profondeur de l'écran GraphMath+, qui est égale à 1 par convention. Et du coup, ce qu'on en déduit, c'est que le rapport des tailles est de P, et donc le petit objet violet est P fois plus petit que l'original. Voilà, donc en fait, la grande idée de la perspective en 3 dimensions, c'est vraiment ça. Si on prend les objets, on divise leur taille par leur profondeur. Encore une fois, ça vous ramène à l'idée que les objets qui sont près sont grands, et les objets qui sont loin sont petits. Et si vous vous demandiez comment marche l'illusion de la 3D sur un écran, c'est comme ça. Donc, on peut essayer de mettre ça en formule. Si on se rappelle des axes qu'on avait attribués pour se faciliter la tâche, on a un axe Y qui est dédié à la profondeur, qui va mesurer P, et les axes X et Z qui mesurent la taille. Et donc, globalement, l'idée qu'on va avoir, c'est que quand on a un point à la position X, Y, Z, on va, en projetant, virer la coordonnée profondeur. Donc, la coordonnée Y au milieu va disparaître. Mais durant cette projection, on va également diviser la taille de l'objet par sa profondeur, et donc on va diviser les deux autres coordonnées par Y. Et donc le point à la position X, Y, Z dans la scène en 3 dimensions deviendra le point à la position X divisé par Y, Z divisé par Y dans le plan en 2 dimensions. Et ça, c'est un peu la grande idée de la projection perspective. Donc maintenant, on peut voir comment on va coder le calcul. Vous avez ici à l'écran, en haut à droite, la fonction centrale qui fait le calcul de projection en 3 dimensions dans notre jeu CubeField. Vous pouvez voir, alors il y a une classe, mais grosso modo, le calcul se passe à la ligne 32 dans la méthode transform. Ce calcul a 3 étapes. Donc on prend un point X, Y, Z dans la scène en 3 dimensions et on veut déterminer où est-ce qu'il arrive à l'écran.
La première étape, c'est on soustrait de ce point les coordonnées de l'observateur, parce que pour que la formule toute simple que j'ai montrée au slide précédent fonctionne, il faut que l'observateur soit à l'origine du repère. Et donc, le fait de soustraire les coordonnées de l'observateur atteint cet objectif. Essentiellement, on place le monde en relation à l'observateur, et on reviendra sur cette idée. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire le calcul de projection, donc c'est ce que je vous ai montré au slide précédent, et vous avez la division par Y sur les lignes 38 et 39 du code. Et ensuite, il reste quelques calculs, la multiplication par caméra mule et quelques calculs sur la ligne 41. Et je parlerai de ce que c'est au prochain slide. Grosso modo, après les étapes 1 et 2, on a accompli notre objectif qui était de représenter en 2D ce que la scène nous disait à l'origine en 3D. Et je vous ai mis en bas à droite de l'écran une capture de ce qu'on obtient si on fait ça avec le jeu CubeField, après avoir ajouté quelques cubes aléatoires et une image, des coordonnées pour le triangle du vaisseau. Donc c'est assez satisfaisant, on a bien des carrés de différentes tailles selon leur profondeur, et on a une illusion d'un environnement en 3 dimensions. Ok, donc je vous ai caché un peu la troisième étape, voyons voir maintenant ce que c'est. C'est une petite utilité qui est un peu emblématique de ce qu'on fait quand on travaille en 3 dimensions, c'est un changement de repère. Si vous vous souvenez, le repère de la scène en 3 dimensions, il y avait Y vers la profondeur et X et Z le long de l'écran. Et je vous ai représenté par rapport à l'écran ce à quoi il ressemble à gauche, le repère dans la scène qu'on obtient après avoir projeté. C'est un repère qui commence au centre de l'écran sur la ligne d'horizon, avec X à droite et Z vers le haut. Et il mesure les distances dans les unités utilisées pour la scène, qui sont grosso modo des mètres. Ce n'est pas tout à fait ce repère-là qui est utilisé pour faire les dessins à l'écran. Xavier vous a parlé de la bibliothèque Casioplot. Dans la bibliothèque Casioplot, le repère il commence en haut à gauche de l'écran, X va vers la droite et Y va vers le bas, et les distances sont mesurées en pixels. Et donc la troisième étape dont je vous ai parlé, pas parlé au slide précédent, c'est une conversion entre le repère scène à gauche et le repère Casioplot à droite. Donc les formules pour cette conversion sont, on va les admettre ici, elles ne sont pas particulièrement fascinantes. Ce qui est intéressant, c'est les grandeurs qui rentrent en jeu dans la formule. Vous pouvez voir qu'on voit apparaître les grandeurs qu'on pourrait attendre. Vous avez un taux de conversion de pixels par mètre qui quantifie le grandissement qu'on veut utiliser quand on représente les choses à l'écran. Et vous avez les coordonnées du centre du repère scène, à savoir la largeur de l'écran divisée par 2 pour la coordonnée horizontale et la hauteur de l'horizon pour la coordonnée verticale. Donc c'est un calcul relativement banal qui vient juste remettre les coordonnées à leur place, mais qui, du point de vue 3 dimensions, ne contribue pas particulièrement au rendu. Voilà, donc ça conclut notre affichage initial de la scène avec un effet perspective. Maintenant, un problème qu'on a, c'est que le rendu n'est pas super joli, en particulier parce qu'il y a beaucoup de carrés vers le fond de l'écran qui s'entassent. Ils sont tous en noir les uns sur les autres, c'est un petit peu une soupe. Et donc on aimerait clarifier un peu l'effet visuel pour l'utilisateur. Et une idée classique qu'on peut sortir, c'est de faire un effet un peu brouillard, de dire, bon, on va prendre les carrés qui sont loin, et on va les rendre un peu moins visibles en les dessinant en niveau de gris, puisque le fond de l'écran est en blanc, les carrés en niveau de gris seront un peu moins visibles. Donc Xavier vous a raconté comment les couleurs marchaient, mais pour petit rappel, vous avez 3 valeurs qui désignent la quantité de rouge, vert et bleu, et si vous mettez la même quantité des 3, vous obtenez un niveau de gris. Donc avec 3 fois 0, c'est du noir, 3 fois la valeur maximale de 255, c'est du blanc, et toutes les couleurs intermédiaires représentent des niveaux de gris. Donc une façon de faire ça dans le code, c'est de dire, bon, on va choisir un niveau de gris pour chaque carré. Et on peut prendre une formule de notre choix. Essentiellement, il suffit qu'on fasse un calcul qui donne un résultat proche de 0 si Y est petit, c'est-à-dire que la profondeur est faible, donc le carré est proche de nous, et donne un résultat proche de 255 si Y est grand, c'est-à-dire que le carré est éloigné. Et donc il y a un tel calcul dans le code que vous pourrez consulter si vous voulez. Et ensuite, on définit la couleur comme étant un triplet avec 3 fois ce niveau de gris. Et ça nous donne l'affichage que vous avez en haut à droite, où c'est peut-être un peu difficile à voir sur les slides, mais les carrés plus éloignés sont un peu atténués, ce qui améliore la lisibilité de la scène. Bon, il y a une seule subtilité dans toute cette affaire, et qui est une préoccupation qui ressort beaucoup lorsqu'on fait du dessin en 3 dimensions, c'est dans quel ordre est-ce qu'on dessine les objets. L'idée générale, quand on fait du dessin en 3 dimensions, c'est qu'on dessine les objets au fond d'abord.
Alors, ça a l'air un peu contre-intuitif parce que ces objets sont les moins importants, mais justement, quand on va dessiner les objets du devant, on va les dessiner après, et on va venir écraser ce qu'il y avait sur les objets du fond. Donc les objets qui sont dessinés en dernier ont priorité, et donc on veut commencer par le fond. Donc on peut voir dans le code à droite de la fonction de dessin de la scène principale, après avoir effacé l'écran, on dessine les cubes. C'est pas montré sur la photo, mais on dessine les cubes en ordre inverse, en partant du plus loin vers le plus proche. Ensuite, on dessine le joueur. Et en théorie, on devrait dessiner la ligne d'horizon en premier, puisque c'est elle qui est la plus loin. Mais en pratique, c'est pas très joli si on fait ça. Donc on triche et on la met devant. Parce qu'une leçon sur le jeu vidéo, c'est qu'il n'y a aucun principe général qui puisse pas être cassé si ça rend mieux à la fin. Donc voilà, on a un rendu, vous pouvez voir là, avec finalement quelque chose d'assez sympa, nos cubes en perspective, un effet de brouillard à la fin pour améliorer la lisibilité, et l'illusion de 3D est relativement convaincante. Donc on pourrait s'arrêter là, mais petit bonus, on va parler rapidement, mais juste sur le principe de comment est-ce qu'on fait pour pencher la caméra quand le joueur se déplace vers la gauche et la droite. Dans le jeu original Cubefield, quand on a une vitesse latérale, la caméra penche pour donner un effet un peu dynamique. Et on pourrait se dire que ça va être compliqué. Je vous ai mis de nouveau le schéma de la pyramide du champ de vision original du joueur. Elle est plate. Et l'une des leçons, c'est que les formules que je vous ai montrées, elles marchent bien quand tout est bien plat et bien aligné. L'observateur est au centre du repère, la pyramide est à plat, il n'y a pas de complication. Et maintenant, on aimerait que la pyramide soit penchée, et ça complique un peu tout parce qu'il n'y a plus rien qui est aligné, il n'y a plus rien qui est plat, et en particulier, les formules qu'on a vues jusqu'à présent ne vont pas marcher. Heureusement, on peut faire appel à un outil mathématique très utile, c'est qu'on va se ramener au cas facile. On va forcer la scène à mettre la pyramide à plat. Et la façon dont on peut faire ça, c'est qu'on fait une rotation de la scène complète qui aura pour effet de remettre la pyramide à plat et de faire tourner à la place les éléments de la scène. Donc, vous pouvez voir que sur le schéma après rotation, l'horizon n'est pas droit, les carrés ne sont pas droits et le joueur n'est pas droit. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que nos formules de projection, elles ne nécessitent pas que les objets soient droits, elles nécessitent juste que la caméra soit droite. Et donc la grande idée ici, c'est que pour faire ce calcul, on s'assure que l'observateur est toujours dans sa position idéale, l'observateur est au centre du repère, la direction dans laquelle on regarde, c'est l'axe Y, et la pyramide, elle est droite. Voilà, donc c'est le grand principe que l'observateur est le centre du monde. Et on l'a vu une première fois dans le calcul de perspective quand on a fait la translation pour ramener l'observateur au centre du repère. Et on le voit ici de nouveau, au moins sur le principe, dans la rotation, où on fait une rotation de toute la scène pour s'assurer que la pyramide soit plate. Donc ça, c'est pratique parce que ça nous permet de continuer à utiliser les mêmes formules simples, même dans les cas où on pourrait imaginer la projection est compliquée. Voilà. Pour les lecteurs qui seraient tentés de rejeter un œil dans le code, juste une petite information. Il y a deux optimisations sur le rendu 3D dans cubefield.py qui sont à la fin du slide ici. Au lieu de projeter tous les points des carrés un par un et de tracer les segments entre ces points, pour optimiser, on projette un seul point et on déduit les deux autres en profitant du fait que les carrés sont parallèles à l'écran. Bon, juste une petite remarque. Voilà, donc ça c'est tout pour la partie affichage. On a notre vue en 3 dimensions, on fait une projection et ensuite on peut déduire comment est-ce qu'on trace les carrés avec la fonction drawLine. Donc maintenant parlons un peu de la dernière composante du jeu, qui ici sera de loin la plus simple, qui est la simulation physique. Donc là, on a un jeu dans lequel il n'y a pas énormément de phénomènes physiques. Globalement, on a juste le vaisseau qui se déplace et qui peut rentrer en collision avec les carrés. Donc là, les phénomènes physiques vont être relativement faciles à décrire. On en a deux, donc déplacement-collision. Au niveau du déplacement, à chaque étape de simulation, on fait simplement avancer l'observateur dans la scène. Et donc, comme on a vu que la coordonnée Y représente la profondeur, on augmente la profondeur de l'observateur. Et donc, on augmente la coordonnée Y d'une grandeur qui représente grosso modo la vitesse du vaisseau. Et puis les déplacements latéraux sont de nature similaire. Si on appuie à droite ou à gauche, eh bien on augmente ou on diminue la coordonnée latérale x d'une vitesse latérale qui est également choisie dans le programme. Voilà, donc en termes de simulation, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Et
Et finalement, c'est même tout ce qu'il y a à faire pour le dessin également, puisque le reste du code avec la translation et la projection en 3 dimensions s'occupe d'ajuster l'affichage selon la position des objets. Le dernier composant qui nous reste, c'est le test de collision pour déterminer si on perd ou pas. Et là, bon, on n'a pas de cube. Donc, comme on n'a pas de cube, on ne peut pas donner un volume à la collision entre le vaisseau et le cube. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on décide que la collision sera détectée si le joueur entre dans une certaine zone de danger à proximité d'un cube. Enfin, d'un carré, du coup. Et donc, vous pouvez voir ici que j'ai représenté un carré en violet. Et la zone de danger, c'est le petit carré rouge à plat au pied du carré violet. Et donc ça, c'est défini par les systèmes de coordonnées. Je vous ai noté, si on appelle x, y la position de la pointe du triangle et x cube, y cube la position du coin bas à gauche du carré, on peut définir par des intervalles la zone rouge. Alors, à quoi ça ressemble? Vous avez un intervalle sur la dimension x qui est le côté pour la largeur de la zone rouge, et vous avez un intervalle sur la direction y, qui est la profondeur, pour la profondeur de la zone rouge. Et donc, les intervalles font intervenir la largeur du cube et la taille choisie pour la zone de danger. Si on remarque que les coordonnées de la pointe du triangle rentrent dans ces intervalles, on en déduit que le joueur est entré en collision avec le cube. Dans le jeu original, ça vous ferait perdre la partie. Mais dans notre adaptation, on réduit simplement fortement le score pour continuer à jouer. Voilà, donc du coup, avec ça, on a essentiellement un jeu complet, puisqu'on a une gestion des entrées qu'on a vu en premier. On a ensuite une gestion de l'affichage qu'on a fait avec une projection en 3 dimensions. Et enfin, on a une gestion d'une simulation physique avec une détection de collision, ce qui nous donne la totalité du jeu. Et vous pouvez voir ici sur le slide une capture et le script qui tourne sur une GraphPad+. Vous noterez qu'on a pris quelques libertés, on a rajouté un score et des petites couleurs sur les carrés, mais globalement, c'est les mêmes mécanismes que ce qu'on a présenté dans cet atelier. Voilà, Xavier, tu as un petit dernier mot pour finir? Oui, voilà ce que ça donne sur calculatrice. Donc, alors peut-être ça se voit pas sur la vidéo, mais en tout cas chez moi, c'est parfaitement fluide, parfaitement jouable, donc c'est réussi. Merci beaucoup Sébastien. N'hésitez pas à tester sur vos calculatrices. Eh bien, merci pour votre attention. Donc, vous pouvez retrouver le support de présentation, le jeu et l'ensemble des scripts présentés en description. L'émulateur GraphPad+ que nous avons utilisé, c'est celui de la clé USB d'émulation fournie par Casio. Les enseignants et enseignantes peuvent demander gratuitement un exemplaire. Et ceux qui en ont déjà un exemplaire, mais sans l'émulateur GraphPad+, il est également possible de le rajouter. Il n'y a pas besoin de recommander la clé. Les liens de cette diapositive sont tous cliquables, donc lorsque vous la récupérerez, vous pourrez tout récupérer de façon individuelle. Sinon, un émulateur GraphPad+ en ligne est également disponible pour tout le monde, enseignants et élèves, via le site ClassPad Academy. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Sinon, nous restons facilement joignables via nos sites respectifs. À tous et à toutes, merci beaucoup pour votre attention et nous vous disons à bientôt pour d'autres jeux Python sur calculatrice Calxéographe.